patriotes sont issus d'une culture cosmopolitaine, directement issus des philosophes des Lumières. Pour eux, deux principes, il y a deux colonnes devant le temple de la société civile. Le premier, c'est les droits de la majorité. Et l'autre, c'est le principe d'égalité, le droit pour chacun. Ces deux principes-là ne sont pas, on ne peut même pas en discuter, ils sont implicites. On peut dire, à partir de là, parler des cas de tel personnage, tel individu, telle communauté, en autant que ces deux piliers-là demeurent intacts. D'ailleurs, c'est sur cette base-là qu'ils ont admis le député Ezekiel Hart, au nom du principe d'égalité des droits. Et c'est toujours au nom du respect des institutions qu'ils n'ont jamais, par exemple, remis en question l'autorité du gouvernement britannique, chose très tard. De la même manière, ils n'ont jamais non plus remis en question leurs propres institutions, et en particulier le leadership de leur chef. Ce qui demeure, donc, c'est ces principes-là. Et autrement, pour eux, les règles sont simples. Nous agissons en républicains. Ils ont une approche républicaine des problèmes sociaux, des phénomènes sociaux. Et dès lors, le respect envers les institutions est sacré. Dans une république, il n'y a plus de Dieu. C'est le peuple qui est détenteur de toute autorité. Dès lors, le peuple, on lui doit ces principes-là. C'est tout à fait contraire des Québécois de 2007 qui sont davantage, dirions-nous, monarchistes. Nous agissons davantage comme des monarchistes en nous en remettant soit à ma foi, aux vœux de la souveraine qui souhaite, en somme, l'accommodement entre ces sujets. Au-delà des règles, il y a la fraternité d'appartenir, d'être les sujets d'un royaume. C'est toute une approche monarchiste qui est celle des accommodements raisonnables, la mesure elle consiste à sauver la paix civile et à accommoder les sujets qui sont sous la bienveillante souveraineté de la reine. C'en est une autre de vivre dans un gouvernement républicain où, au contraire, l'ultime ressort est celui de la Constitution et des institutions. C'est là que, par exemple, se distingue formellement l'approche française de l'approche britannique. Ah, ici, on se prend à partir en britannique à la titre. Pas étonnant qu'on sache plus ce qu'on a. Bien sûr que il y a une constitution qui serait utile au Québec. On a une d'elles qui est écrite en janvier 1838, en 1838, puis qui a été proclamée à Napierville. On l'a rendu suivant. Puis je vous en rappelle à tout le moins les mots tellement simples comme un ruisseau. Nous, au nom du peuple du Bas-Canada, déclarons solennellement que le Bas-Canada doit prendre la forme d'un gouvernement républicain et se déclare maintenant de fait république. Et il y a un sens à ça. Ce n'est pas simplement récuser la souveraineté britannique, c'est également poser le peuple comme source de toute légitimité. Que sous le gouvernement libre du Bas-Canada, tous les citoyens auront les mêmes droits. Les Indiens cesseront d'être sujets à aucune disqualification civile quelconque et jouiront des mêmes droits que les autres citoyens de l'État du Bas-Canada. Que toute union entre l'Église et l'État est déclarée abolie et toute personne a le droit d'exercer librement la religion et la croyance que lui dicte sa conscience. Fait que nous, on aurait, écoutez, je vais vous dire quelque chose d'énorme, mais fait que nous, on n'aurait pas hésité à enlever le crucifix de l'Assemblée nationale. Pas parce qu'il est inquiet ou peu importe, c'est parce qu'il est d'abord républicain. Et dès lors, il a un rapport aux institutions qui absout le peuple de toute autre autorité que celle qui voit envers les institutions puis la Constitution. Or, considérer que ça fait partie de notre héritage, ça nous déchire dans la mesure où c'est toute notre mémoire monarchiste qui est invoquée. Sommes-nous une république? Si nous sommes une république, c'est écrit dans la Constitution. Et dès lors, c'est une façon d'envisager les problèmes que nous avons un problème que les Belges n'avaient pas. Bien sûr, ils ne faisaient pas face aux mêmes enjeux. Il demeure qu'ils avaient une réponse assez simple à ces préoccupations-là. D'ailleurs, vous avez, peu importe, des résolutions qui sont sympathiques, même candides. La marche vers la souveraineté, pour moi, c'est toujours le sujet d'actualité numéro 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le droit d'exister collectivement. Et c'est pour exister collectivement, il faut savoir ce qui nous lie ensemble. Or, l'adversaire emploie les mêmes moyens en 1837 qu'en 2007. Et croire que la propagande fédérale, ou les questions dilatoires, ou les manipulations électorales sont des nouvelles manœuvres, c'est bien se leurrer.
Désolé, là, mais il s'avère que ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la répéter. Parce qu'ici, on est en face, lorsqu'on observe le cas des patriotes, on peut voir qu'ils sont tombés droit devant dans le panneau. Si vous lisez à Montreal Gazette ou Montreal Herald, vous verrez les mêmes accusations de racisme rampant, les allusions plus ou moins fines au fait que nous sommes des attardés, qu'avons des réflexes féodaux et corporatistes. Et ça ne saurait cesser. Mais ce qui m'a vraiment déçu, c'est de voir à quel point les patriotes ont dépensé une énergie folle à tenter de répondre point pour point à ces accusations-là. Si vous lisez les textes patriotes, vous verrez qu'elles sont en général extrêmement, soporifiques. Et une partie de cette espèce d'effet endormitoire que leur lecture procure, c'est leur obsession que n'apparaisse jamais aucune allusion au peuple canadien-français et à la langue française. J'ai beaucoup d'étudiants qui disent non, c'est où la langue? Et où la race? Elle est cachée. Elle est cachée, mais non pas assumée, mais simplement, comme je pourrais dire, refoulée. Refoulée par un discours de l'adversaire qui, lui, ne faisait pas dans la rondelle. Et ça, c'est tout à fait remarquable d'un bout à l'autre de l'histoire du Québec. Et là, ce que vous, encore une fois, regardez, les accommodements internationaux, on ne sait pas ce qu'on est, on a un problème d'identité. Pensez-vous qu'on nous aide de l'autre côté à avoir une identité? Franchement, il est clair qu'il faut d'abord identifier ce procès d'acculturation qui est en marche, et après ça, on fera des belles petites crises existentielles. Dans les faits, de 1837 à 2007, il est frappant de constater à quel point on continue à opposer les mêmes démons aux aspirations nationales des Québécois. Nos principes et nos valeurs sont constamment placés pour la résurgence de réflexes ethniques. Même la défense des droits de la femme est vue d'Ottawa comme un tribalisme suspect. Nos institutions nationales, comme la Société de Saint-Jean-Baptiste, vues comme crypto-racistes. Nos syndicats comme des corporations rétrogrades. Et nos valeurs collectives, en somme, suspectées, méprisées. Notre époque n'a pas inventé la rectitude politique, les patriotes l'ont appris à leur dépens. Si bien que tout en continuant à concevoir un projet de société large, tolérant et moderne, les patriotes de 2007 doivent s'attendre, comme leurs prédécesseurs, à répondre coup sur coup, sereinement et posément, aux accusations qui ne sauraient cesser. En attendant, les tenants de la souveraineté, comme en 1837, se retrouvent surtout parmi mes frères et mes sœurs, dont le français est la langue maternelle. C'est vrai, un peuple à qui on nie le droit à l'existence doit un temps pouvoir se redire et trouver dans son histoire et sa culture la force nécessaire à son propre accouchement. Et qu'il vienne cet État indépendant, qu'il vienne ce pays québécois, et promettons, comme les patriotes, la société la plus tolérante et la plus ouverte depuis la République de Platon. Merci beaucoup.